Il est difficile de déterminer avec précision l'origine des artiodactyles, mais Diacodexis est peut-être le plus ancien que l'on connaisse. Quand il était vivant, il ressemblait à un duiker moderne, une petite gazelle sans cornes. On pense qu'il courait vite et était capable de faire de grands sauts. Les premiers suidés fossiles datent de l'Oligocène et sont originaires d'Asie. Leurs descendants ont atteint l'Europe et l'Afrique au cours du Miocène. Les mâles Cubanoquerus utilisaient leurs cornes frontales pour jouter les uns contre les autres, certainement pour les parades nuptiales ou la conquête de territoires. Les suidés sont des animaux intelligents, qui s'adaptent facilement aux variations de leur environnement. Les femelles adultes et leurs jeunes voyagent en groupe, tandis que les mâles adultes sont soit solitaires, soit voyagent en petits groupes de célibataires. Les mâles ne sont généralement pas territoriaux, et n'entrent en conflit que pendant la saison des amours. Le phacochère commun est la seule espèce de porc qui s'est adaptée aux habitats de pâturage et de savane. Il va se vautrer dans la boue pour faire face aux températures élevées et se serrer contre ses congénères pour faire face aux basses températures. L'ivoire de ce phacochère est prélevé sur ses canines, qui sont en croissance constante. Malgré sa grande taille et sa distribution relativement large, l'Ilochère n'a été décrit pour la première fois qu'en 1904. Il n'a pas été domestiqué, mais il est facilement apprivoisé et a été considéré comme ayant un potentiel de domestication, selon les populations locales. Dans la nature, cependant, il est plus redouté que le potamochère roux, car les mâles attaquent parfois sans avertissement, peut-être pour protéger leur troupeau. Le sanglier habite un large éventail d'habitats, des taïgas boréales au désert. L'intervention humaine a étendu sa distribution, faisant de l'espèce l'un des mammifères les plus répandus au monde. C'est le grand mammifère chassé dont la population augmente le plus en Europe, à la suite de plans de chasse, mais aussi par l'engrenage abondamment pratiqué. En France, les chasseurs ont lâché dans la nature des animaux croisés en captivité, provoquant une très forte augmentation de leur nombre. Selon le porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages, la première cause de prolifération des sangliers, ce sont les chasseurs, pour 3 raisons. D'abord, ils ont fait disparaître leurs prédateurs, ensuite ils les ont élevés pendant des années, enfin ils les engrainent. Les canines supérieures du Babirussa mâle émergent verticalement du processus alvéolaire, pénétrant à travers la peau et se courbant vers l'arrière sur le devant du visage, vers le front. Comme ces canines poussent toute sa vie, celles-ci finissent par perforer le crâne de l'animal. Les Babirussa sont originaires du Sulawesi. On a émis l'hypothèse que la distribution inhabituelle est due au fait qu'ils ont été transportés par les humains en tant que cadeau accordé par la royauté indigène. L'habitat préféré des Babirussa sont les forêts tropicales humides, le long des berges de rivières. Les Babirussa sont protégés en Indonésie et les tuer est illégal dans la plupart des cas. La théorie la plus récente sur les origines des hippopotamidés suggère que les hippopotames et les baleines partageaient un ancêtre semi-aquatique commun qui s'est séparé des autres artiodactyles il y a environ 60 millions d'années. On pense que les hippopotames ont évolué en Afrique, certaines espèces vivaient en Asie et en Europe, mais aucune n'est trouvée en Amérique. L'hippopotame commun habite les rivières, les lacs et les mangroves, où des mâles territoriaux règnent sur un tronçon de rivière et des groupes de 5 à 30 femelles et jeunes se rassemblent. Ce sont des animaux très agressifs et dangereux pour les hommes. L'hippopotame pygmée est une créature forestière nocturne, rare et difficile à étudier à l'état sauvage. Le plus ancien Tylopoda connu, appelé Cainotherium, vivait en Europe au cours de l'Éocène.
Il avait à peu près la taille d'un lapin et vivait dans les bois ouverts. Les Tylopoda n'ont plus qu'une seule famille existante, les camélidés, mais ce groupe était beaucoup plus diversifié dans le passé. Les camélidés ont une répartition inhabituelle. Leur distribution moderne est presque l'inverse de leur zone d'origine. Ils sont apparus très tôt dans l'évolution des ongulés, en Amérique du Nord. Protylopus était le plus ancien connu. C'était aussi le plus petit. Il devait brouter dans les plaines de ce qui est maintenant le Canada. Titanotylopus était au contraire l'une des espèces les plus grandes des camélidés. Il possédait des membres longs et massifs et une tête relativement petite. Comme les chameaux modernes, il possédait une bosse pour le stockage des graisses. La preuve est fournie par les longues épines neurales de ses vertèbres thoraciques. Le dromadaire est spécialement adapté à son habitat désertique. Ses adaptations visent à conserver l'eau et à réguler la température corporelle. La force et la docilité du dromadaire en fait un animal domestique apprécié. Ils ont été introduits en Australie depuis le XIXe siècle, d'abord pour la domestication, mais ont été relâchés dans la nature. Leur nombre est une menace pour la faune et la flore locale, et des battues sont organisées pour ralentir leur propagation. Les chameaux de Bactriane ont une capacité remarquable à se passer d'eau pendant des mois. Mais lorsque l'eau est disponible, ils peuvent boire jusqu'à 57 litres en une seule fois. On pense qu'il a été domestiqué quelque temps avant 2500 ans avant Jésus-Christ, dans le nord-est de l'Afghanistan. On pense qu'ils ont été domestiqués 4000 ans avant Jésus-Christ en Arabie, mais une sous-espèce de chameau est restée sauvage à l'ouest de la Mongolie. Les alpacas sont domestiqués depuis des milliers d'années. Le peuple des Mochica du nord du Pérou illustrait souvent des alpagas dans leurs arts. La toison d'alpaca est une fibre naturellement brillante et soyeuse. Ils sont souvent sensiblement plus petits que les lamas. Les deux animaux sont étroitement liés, aussi étroitement liés à la vigogne, qui serait l'ancêtre sauvage des alpacas, et le guanaco, qui serait l'ancêtre sauvage des lamas. Ruminantia comprend de nombreux grands mammifères ruminants bien connus. Ils utilisent la fermentation de l'intestin antérieur. Ils digèrent les aliments en deux étapes, en mâchant et en avalant normalement pour commencer, puis en régurgitant l'herbe semi-digérée pour la remâcher et ainsi en extraire le maximum de valeur nutritive possible. Protoceras était l'un des protocératidés les plus anciens et les plus primitifs possédant encore des incisives supérieures et 4 orteils fonctionnels. Il vivait dans le désert de l'Oligocène supérieur. La décoration du crâne de Syndiocéras ressemblait assez à celle d'un cerf. Il avait deux paires de cornes. Comme les ossicornes de girafe, ses saillies étaient recouvertes de peau. Ils ont probablement été utilisés pour les parades et les combats. Avec une longueur de 2 mètres, Synthethoceras était le plus grand membre de cette famille. C'était aussi le dernier et possédait ce qui est considéré comme l'ensemble de cornes le plus étrange des protocératidés. Seuls les mâles avaient cette corne étrange, et l'utilisaient probablement dans des combats territoriaux. On pense que les Kyptoceras ont été poussés à l'extinction par des herbivores ruminants plus avancés, mais ils ont pu survivre un peu en Floride, où il y avait encore des étendues de forêt relativement importantes. Les Climacoceratidae sont une famille d'ongulés artiodactyles ressemblant superficiellement à des cerfs qui vivaient au Miocène en Afrique. Ils sont de proches cousins des girafes, mais ils en diffèrent par le fait que leurs ossicones, en forme de bois, sont dérivés d'os différents.
Prohibiterium présentait des dimorphismes sexuels impressionnants, en ce sens que les mâles avaient un ensemble de grands ossicones en forme de feuilles d'une largeur de 35 cm, tandis que les femelles avaient un ensemble d'ossicones minces en forme de cornes, semblable à celle des oryx. Les antilocapridés ont évolué en Amérique du Nord, où ils ont rempli une niche similaire à celle des bovidés qui ont évolué parallèlement dans l'Ancien Monde. Ils formaient un groupe diversifié et prospère, une seule espèce, le prongorn, vivant encore aujourd'hui. Les giraffidés faisaient partie d'une diversification relativement tardive des mammifères qui a également produit du bétail, des antilopes et des cerfs suite à un changement climatique qui a transformé les forêts subtropicales en prairies de savane ouvertes. Brahmaterium est un animal grand et robuste, bâti comme les élans modernes. Il était très similaire à Civaterium. Vivant, il aurait ressemblé à un okapi fortement bâti et avait un ensemble en forme de couronne de 4 ossicones. Civaterium est, en poids, le plus grand giraffidé connu et peut-être aussi le plus gros ruminant de tous les temps. Ses épaules étaient très puissantes pour soutenir les muscles du cou nécessaires pour soulever le crâne lourd. Alors que toutes les girafes appartiennent au même genre et que les naturalistes reconnaissent 9 sous-espèces distinctes, la girafe réticulée est de loin la girafe la plus souvent vue dans les zoos. Une fois qu'une girafe a atteint sa taille adulte, il est extrêmement rare qu'elle soit attaquée par des lions ou des hyènes. Au lieu de cela, ces prédateurs cibleront les individus juvéniles, malades ou âgés. Les girafes Maasai se distinguent par des taches dentelées sur son corps. Les girafes et les okapis sont autant éloignés des autres ruminants, ce qui suggère que les caractéristiques uniques de la girafe ne sont pas dues à une évolution plus rapide. Ils sont arrivés en Afrique il y a environ 7 millions d'années, alors que les changements climatiques ont provoqué l'extinction des espèces asiatiques. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que ce nouvel habitat, couplé à un régime alimentaire différent, y compris des espèces d'acacia, pourrait avoir exposé les ancêtres des girafes à des toxines qui ont provoqué des taux de mutation plus élevés et un taux d'évolution rapide plus élevé. Malgré le fait qu'il existe depuis des millions d'années, la découverte de l'okapi n'a été annoncée pour la première fois qu'au début du XXe siècle, et il a déjà été répertorié comme espèce en voie de disparition. Il dépend entièrement de son sanctuaire forestier pour sa survie, et la déforestation a causé son déclin. C'est un animal solitaire très rare et timide qui ne se laisse pas approcher facilement. Seuls les mâles ont des ossicones.